Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent. Pour ma conférence, on va parler de l'impact SEO pour une marketplace intégrée à une stratégie e-commerce. Mais avant cela, je vais quand même me présenter. Donc moi, je suis Pauline Pouzou, senior technical SEO chez OnCrawl depuis presque maintenant 2 ans. Et mon rôle est d'accompagner mes clients dans leur usage, mais aussi de bien utiliser les données OnCrawl pour en ressortir des insights qui répondent à leurs besoins SEO. C'est le plus important. Et avant OnCrawl, j'occupais un poste de chargé d'acquisition chez Maxi Coffee. J'ai rencontré divers sujets SEO, SIA, et maintenant ça doit faire 8 ans que je suis dans le monde du web et où j'ai appris à travailler le SEO sur le tas. Et en parlant d'OnCrawl, je vais présenter rapidement ce qu'est OnCrawl. Donc, OnCrawl fournit des données sur le SEO technique à l'aide de plusieurs sources de données. Donc, on va parler d'un crawler, d'un analyseur de log, des données comme la GSC et même vos propres données qui peuvent y être intégrées. Donc, on peut voir énormément de choses et justement, à travers ma conférence, je vais vous montrer un petit aperçu de ce qu'on peut y voir sur mon sujet. Petite introduction sur l'aspect sommaire. Donc, je vais d'abord rappeler rapidement les informations SEO e-commerce et introduire la marketplace. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir comment monitorer cette marketplace. On va visualiser aussi dans un troisième niveau la cannibalisation des mots-clés et des pages et un petit bonus sur l'aspect évangélisation du SEO. N'hésitez pas à poser vos questions, on répondra à la fin de toute manière, c'est pas un souci. Donc, première partie, l'introduction sur le SEO e-commerce et la marketplace. Donc là, j'inscris aussi qu'il y a un projet qui rentre dans une stratégie globale parce que tout simplement, il y a plusieurs métiers qui vont être pris en compte et dont le SEO a une grosse part importante. Donc, petit rappel, le SEO, c'est quand même un enjeu business parce que ça reste un levier. Il faut pour cela avoir des pages exploitables et indexables pour augmenter toutes vos chances d'être référencé tout simplement. Ensuite, il faut choisir des mots-clés pour répondre à l'intention de recherche et avoir un trafic qualifié pour augmenter vos chances de conversion. On ajoute aussi l'aspect de monitoring sur les pages pour optimiser et corriger les erreurs. Et c'est justement sur ce point-là qu'on va s'attarder dans ma présentation, notamment pour maintenir et développer aussi vos positions en tant qu'e-commerçant. Et sur l'aspect, pourquoi intégrer une marketplace? Tout simplement, de base, pour augmenter la visibilité dans les moteurs de recherche, compléter et ou diversifier votre offre, améliorer l'expérience utilisateur, augmenter votre panier moyen et donc votre chiffre d'affaires. Donc, il faut tout de même penser à l'aspect business et accéder à potentiellement une base de clients plus large. Donc, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment monitorer une marketplace pour le SEO? J'ajoute un élément qui est rendre une marketplace exploitable, mais pas trop. Tout simplement parce que vous allez voir, souvent, on a énormément de volume. Et le volume, parfois, peut poser quelques soucis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous expliquer un petit peu comment j'orchestre mon étude de cas aujourd'hui. Donc forcément, j'ai utilisé OnCrawl tout le long et que l'ensemble des sites e-commerce que j'ai analysés couvrent des millions de pages. J'ai anonymisé volontairement ces sites-là, que j'ai nommés site A, site B, site C, et n'hésitez pas à bien garder en tête la colorie. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, on va quantifier et monitorer le volume des pages. Une marketplace va générer de nouvelles pages et pour les gérer, il va falloir identifier les fiches produits marketplace et les fiches produits marque de distributeur, donc les fiches produits qui sont propres au site avant d'intégrer la marketplace, donc qui sont stockées. Ensuite, on va distinguer le volume des deux segments et comprendre la popularité de ces pages. Donc, directement, comment identifier les pages marketplace? Donc là, on va utiliser un crawler pour récupérer toutes les fiches produits, grâce notamment à un pattern dans l'URL. Donc là, ça peut être des chiffres et ou des lettres, donc de manière assez simple. Souvent, on a des pages qui font P- des chiffres et des lettres qui suivent. Donc,
facile à identifier. Ou alors, quand c'est pas possible, on va aller chercher des éléments de scrapping. Donc, le scrapping, c'est aller récupérer un élément dans le code source pour ensuite lancer le crawl et avoir notre valeur. Et avant ça, il faut quand même la paramétrer en utilisant soit une regex, soit un xpath, par exemple, qui va permettre en fait d'isoler votre valeur vendue par ou le nom de vendeur. Donc là, rapide exemple, où on a notre balise qui introduit plusieurs éléments et on va aller la chercher jusqu'à avoir le nom du vendeur qui est ici base digit avec une règle XPath. Donc une fois crawlé, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir récupérer ces informations avec les mêmes éléments. Donc dans la logique des choses, si c'est un pattern utilisable, exploitable, on a le KPI référencé dans une crawl. Et ensuite, si on a créé un XPath, un scrapping avec un XPath ou une regex, dans ce cas-là, on peut la récupérer comme un autre KPI et l'appliquer en tant que segment. Donc là, on va avoir deux valeurs, fiche produit marque de distributeur et fiche produit marketplace. Donc, on la contextualise, donc ça nous fait nos deux groupes. Et pour aller un petit peu plus loin, on va introduire le volume des pages dans chacun des groupes. Donc, il faut savoir que le volume, chacune des pages qu'on a découvertes pendant le crawl, c'est qu'elles ont été maillées et qu'elles ont été découvertes forcément par le crawler. Ce n'est pas des pages qui viennent de la Search Console ici, c'est vraiment des pages qui ont été découvertes par le crawler. Donc, premier exemple, on rentre directement avec le site A. On voit nettement que les fiches produits des marques de distributeurs représentent seulement 4% versus 96% pour les fiches produits de marketplace. Donc là, le volume assez important, il y a un écart qui se creuse. Et si j'enchaîne maintenant avec le site B, on a quelque chose de très similaire, où là même les fiches marketplace sont volumineuses à hauteur de 98% ici. Elles représentent plus d'1,2 million pages, ce qui est assez énorme versus les fiches produits de MDD. Maintenant, on va aller voir le site C. Et là, on a quelque chose d'un petit peu différent, puisque les fiches produits MDD, donc marque de distributeur, représentent 44% versus 56% des fiches produits marketplace. Donc, il y a légèrement un équilibre qui se dessine par rapport à celle qu'on a vue précédemment. Et dans ce cas-là, bon, sans trop vous spoiler pour la suite, cet équilibre, on peut déjà quand même se demander si il participe en fait au bon fonctionnement de la marketplace. Maintenant qu'on a introduit l'aspect de volume, on va le confondre et la croiser avec la profondeur. Donc, la profondeur, pour rappel, c'est des pages qui correspondent en fait à une certaine accessibilité. C'est le nombre de clics en fait depuis votre page de départ, qui est généralement la home page sur l'ensemble du site, lorsque le crawl démarre. Donc, on va se baser dessus et on va l'afficher de la même façon, donc avec un graphique qui va vous montrer ici le nombre de pages par groupe de pages, donc fiche produit MDD et marketplace par profondeur. Donc là, on a une vision un peu en proportion qui nous montre clairement que les fiches marketplace semblent être plus accessibles en termes de profondeur que les fiches MDD. Donc ça peut paraître un petit peu étonnant ici en termes de stratégie, de choisir de mettre en avant plus la marketplace. Après, c'est des gestions qui sont un petit peu différentes. Maintenant, côté site B, on a un élément inversé, c'est-à-dire que là, c'est les fiches MDD qui sont représentées en vert ici, qui sont davantage prioritaires en termes d'accessibilité, malgré le volume que représente la marketplace. Donc, on se rappelle que ça compte ici pour 98% des fiches produits. Donc là, c'est intéressant que la gestion est d'abord différente et en termes d'accessibilité, on donne un petit peu plus de poids à notre marque qui est propre, marque de distributeur. Et là, on va visualiser le site C. Donc là, la répartition du volume des pages par profondeur et donc son accessibilité semble plus équilibrée. Donc ça remonte un petit peu à ce qu'on a vu précédemment. On aurait pu avoir quelque chose de disparate avec plus de marketplace un peu plus éloigné comme le site A. Et en fait, ici, on visualise quand même l'équilibre et qu'il y en a vraiment à tous les niveaux en termes de profondeur. Donc, il faut bien garder en tête. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en déduire de tout ça? Donc, on a déjà trois sites avec des gestions différentes de maillage d'une fiche produit. Donc, maillage en termes de profondeur ici. Donc, le site A, il ne semble pas maîtriser l'ordonnancement des fiches produits MDD puisque les fiches marketplace prennent beaucoup plus de place. Le site B, il décide de rendre plus accessible ses fiches produits MDD. Et le site C, comme on l'a vu précédemment, rend plus homogène en fait cette accessibilité-là, que ce soit MDD ou Marketplace.
Maintenant, on va avancer toujours dans cette même contextualisation avec les 2 segments. On y intègre ici une notion de popularité interne. Donc on appelle l'inrank cette valeur chez OnCrawl et l'inrank, c'est une valeur, qui se calcule de 0 à 10 et qui vous aide à comprendre la popularité de vos pages, et la probabilité qu'un utilisateur visite chaque page. Donc on va l'étudier en utilisant encore une fois cette segmentation pour vérifier la popularité de chaque groupe de pages pour chaque site et les comparer. Donc, premier site, toujours le site A, et là, on voit que malgré le volume, important, en termes de pages, ce sont les fiches produits MDD qui prennent plus de place et donc qui ont plus de popularité que les fiches produits marketplace dans la structure. Donc là, c'est assez, intéressant de visualiser ça parce qu'on aurait pu penser le contraire malgré, encore une fois, ce volume. Maintenant, que se passe-t-il pour site B? Heu, on décide on dessine pardon, à peu près la même chose. Donc là, les fiches produits MDD, elles ont plus de popularité que les fiches marketplace. Dans la structure, il y a même un petit escalier ici qui se dessine, après la profondeur 5. On voit que, plus on tend vers 0, plus les fiches produits marketplace, sont moins populaires dans la structure et donc que les MDD, ont plus de poids ici. Maintenant, visualisons le site C. Donc là, on retrouve une tendance, qui est légèrement différente puisque en proportion, les fiches marketplace semblent avoir un petit peu plus de poids, mais on redessine encore, cet équilibre-là et qui est intéressant en fait à visualiser, ici. Donc, on peut quand même laisser croire que la marketplace pour ce site a réellement un poids fondamental dans la structure et que l'équilibre a réellement un enjeu, pour la suite. Prochaine étape, donc, pour récapituler ce qu'on vient de dire, c'est les 3 cas. On a des fiches produits MDD qui sont populaires, encore une fois, malgré le volume des pages, puisque rappelez-vous, ils semblaient faibles. L'inrank et la popularité interne du site, donc qui semblent avoir réellement un impact dans la structure. Et l'inrank est généralement en fait le reflet de cette crawlabilité de ces pages, puisque plus elles sont populaires, plus Googlebot aura tendance à les visiter. Donc, en pensant ça, je me suis dit, à tous les coups, c'est peut-être une notion de l'EAT que propose Google. Donc, c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité et aussi tout ce qui est confiance et pertinence de ce que peut être une page et un site web. Donc là, on va pouvoir un petit peu le visualiser à travers d'autres KPI pour essayer de le confirmer. Donc, comment on va le gérer? Cette fois-ci, on va toujours rester sur nos 2 segments et on va visualiser le nombre de pages connues par OnCrawl, Googlebot et les utilisateurs donc, qui génèrent du trafic SEO cette fois. Et ces données-là vont être croisées donc, sur ces 3 sources de données différentes, donc le crawler qui est OnCrawl, les logs pour Googlebot et le trafic de la Search Console. Le site A, ici, est découpé dans un premier lot sur le segment qui est fiche produit MDD. Ensuite, je vous montre rapidement, on aura la marketplace à chaque fois sur deux slides différentes. Donc, le site A, on va visualiser ici sur ce graphique les pages dans la structure qui sont en bleu, c'est-à-dire les pages qui sont toutes maillées et découvertes par OnCrawl. Ensuite, on a une sorte d'escalier inversé qui va nous permettre de visualiser en fait les pages qui sont dans la structure et qui sont crawlées par Googlebot. Donc ici, cette part-là représente 76% des pages dans la structure. Ensuite, on va croiser les données avec les pages qui rankent, qui génèrent des impressions, donc côté Search Console, puisqu'on les tire. Donc là, elles vont représenter 29%. Et enfin, on va visualiser 19% des pages qui génèrent du trafic SEO. Donc là, on voit quand même que les marques de distributeurs ont quand même un certain poids, notamment en termes de crawlabilité et dans les SERP. Et si on visualise côté marketplace, on a des chiffres qui sont un petit peu plus faibles. Gardons quand même en tête le volume que représente la marketplace ici. Mais si on regarde la proportion, c'est seulement 45% des pages que Googlebot va crawler. Et 3% des pages qui génèrent des impressions, et ensuite ce chiffre va être divisé par 2 pour les pages qui génèrent du trafic SEO. Donc là, il faut bien garder en tête le volume, mais que la marketplace aurait moins de poids en proportion que les pages de MDD. Quant à elle, si on vérifie un petit peu au niveau des chiffres, on voit que en termes de volume, on est à 3400 pages qui génèrent du trafic SEO. Et en rouge ici, 6237. Donc les éléments sont un petit peu différents, donc divisé par 2. Néanmoins, si on continue sur l'analyse avec le site B, on va voir un petit peu quelque chose de différent. Donc là,
sauf pour la marque de distributeur, donc ici qui ont généré 68% des pages crawlées par Googlebot, puis 16% des pages qui rankent et qui génèrent du trafic SEO en proportion, et aussi 16% des pages qui génèrent du trafic. Et si je compare ça à la marketplace, ici on a une exception, c'est-à-dire que Googlebot va crawler beaucoup plus la marketplace à 94%, et il faut le dire, c'est un exploit, c'est rarement le cas de tout ce que j'ai pu étudier. En revanche, Google semble indexer très peu de pages et très peu de rank, puisqu'on n'en est qu'à 3% en termes de poids, et aussi 3% de ces pages-là qui génèrent du trafic SEO. Donc, on a quelque chose de clairement différent, et encore une fois, on va garder en tête le volume, mais des fois, on peut évoquer un risque, notamment de cannibalisation sur l'aspect crawlabilité, et aussi des dépenses de budget de crawl qui peuvent être inutiles, surtout avec le nombre de pages qui rankent entre 94% et 3%, ça fait une part très très faible. Néanmoins, c'est très intéressant de visualiser ça. Et pour le site C, ici, on va avoir 69% des pages qui sont crawlées par Googlebot, puis 3% des pages qui rankent et qui génèrent du trafic SEO en proportion pour les marques de distributeurs. Et ça va être assez intéressant puisqu'on va visualiser en termes de pages qui rankent et qui génèrent du trafic SEO les mêmes chiffres. Donc encore une fois, on va retrouver ce fameux équilibre en fait qu'on a visualisé depuis le début. Et on peut se dire c'est une hypothèse à ce stade-là, mais qu'on peut statuer même sur le fait que l'équilibre a vraiment un impact et que la technique qui est utilisée influence Googlebot ici. Malgré, encore une fois, le volume, même si l'équilibre était un petit peu décalé par rapport aux autres, il semblait plus sain. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut concrètement en déduire sur ces trois cas? Donc, pour les fiches produits MDD, ça va être 71% des pages qui vont être crawlées par Google, puis 16% des pages dans la structure qui rank et 12% des pages qui génèrent du trafic SEO. Et en revanche, pour les marketplaces, on a ce fameux 61% des pages dans la structure qui sont crawlées par Googlebot parce qu'on avait le site B, rappelez-vous, qui crawlait à 94% ces pages marketplace. Donc ça peut un petit peu fausser ça, mais le chiffre reste toujours intéressant à visualiser. Et du coup, on doit passer facilement vers les 3% des pages dans la structure qui rankent et vers 2,5% des pages qui génèrent du trafic SEO. Donc là, on voit clairement que les MDD, elles doivent vraiment être préservées vs les marketplaces, et qu'on doit garder en tête qu'il ne faut pas non plus écraser ce poids pour la marketplace. L'enjeu est toujours de faire plus de trafic, mais est-ce que ça fait du business derrière? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, je vais réintroduire ici l'E80, puisqu'on l'a évoqué de suite, et un peu ça confirme l'hypothèse que nous avons eue au début. Donc, l'E80 introduit plusieurs notions qui poussent à croire, dans cette étude de cas, que les fiches produits MDD y répondent davantage que les marketplaces. Donc là, si on parle d'expérience et d'expertise d'un rédacteur d'une fiche produit de MDD, par exemple, en général, elles sont peut-être plus travaillées avec plus de tests également que des pages produits marketplace. Ça dépend aussi comment elles sont gérées. L'autorité du site aussi, grâce à des marques reconnues, mais également à son maillage qu'on a vu avec l'accessibilité et la popularité en fait de chacune des pages. Et aussi, on va parler de la confiance, de la fiabilité, mais aussi de la pertinence qui se lie au rayonnement de ces marques et de ces produits. Donc, généralement, justement, les vendeurs marketplace ont parfois moins de contenu avec des erreurs de concaténation quand c'est des fiches produits qui sont faits de manière un petit peu automatique, où justement, on a encore moins l'aspect d'expertise derrière. Ils ont aussi moins d'avis positifs qui pourraient, par exemple, en fait, évaluer dans le bon sens cette EE80. Également, Google a des guidelines assez importantes à visualiser. Bon, on ne rentre pas dans les détails ici, mais en général, les guidelines sont très détaillées, et elles sont très intéressantes à les lire au cas par cas pour comprendre un petit peu mieux l'impact justement des fiches produits de marques de distributeurs, par exemple. Ensuite, on va parler maintenant de l'aspect de cannibalisation des mots-clés et des pages. Donc là, l'idée, c'est on souhaite rendre disponible un produit pour une marketplace, mais est-ce qu'on veut concurrencer son propre produit? Oui ou non? On va le visualiser. Dans un premier temps, on va parler de on-crawl keyword qui va tirer donc des données de la Google Search Console. Puis après, on va comprendre à travers tout ça le volume des pages qui rankent, la visualisation de cette cannibalisation-là, et aussi visualiser la partie du duplicate content.
Donc, dans un premier temps, on va partir sur nos fameux 2 segments que l'on connaît depuis le début et les données présentées donc, sont collectées par OnCrawl Keyword qui est actuellement en fait une version bêta test et j'ai tiré les informations uniquement d'un seul site ici et pas de 3. Et cet outil-là utilise les données de la Search Console. Donc, premier élément, c'est l'aspect de performance. Donc là, on va récupérer toute la performance des clips par groupe de pages, ce qu'on visualise depuis le début pour chacun des KPI, donc par groupe de pages. Et on voit que le volume des marketplaces, des fiches produits marketplace, est beaucoup plus important et elles permettent d'augmenter le trafic SEO. Donc, pour ce coup-là, si on cherche un déploiement de trafic SEO, la marketplace ici fait totalement le job. Mais si on parle d'un point de vue, je dirais, chiffré, si on les prend au cas par KPI qu'on visualise sur ce tableau, notamment en termes de nombre de pages qui rentrent, donc qui génèrent des impressions, le nombre de clics, les impressions en question, les positions moyennes et le CTR. On va voir que c'est 89% des pages marketplace qui génèrent plus de clics, comme on l'a visualisé précédemment, donc c'était sur une période de 3 mois. Mais elles ont moins d'impressions et une position moyenne divisée par 2, alors que le nombre de pages qui rankent est complètement différent. Les fiches produits de marque de distributeur, elles représentent seulement 11% de toutes les fiches produits et elles ont plus de poids dans la SERP, comme je le disais précédemment, elles ont une position moyenne qui est divisée par 2. Donc à cela, ça me confirme un petit peu ce qu'on a vu précédemment avec l'EIT, que peut-être que Google prend plus de poids pour ces pages-là et pour mieux les positionner. Ensuite, comment on vérifie un petit peu cette cannibalisation avec OnCrawl? Donc tout simplement, ça va être un jeu de requêtes qu'on va gérer au détail. Donc l'idée, c'est d'aller au maximum du détail et donc on va aller gérer ça avec des page groups. Donc ici, c'était notre page group marketplace qui décidait de si c'était une fiche produit marque de distributeur ou marketplace. Ensuite, on va prendre en compte un mot-clé qui est non branding, donc non marque, c'est-à-dire qu'on va exclure tout ce qui est lié à la marque, parce que ça ne nous intéresse pas, ça risque de polluer l'analyse, et choisir le mot-clé cible. Donc là, exemple, c'était Drazen électrique. Et on ajoute ici un élément de page qui rank, donc on veut savoir combien de pages rank sur notre mot-clé. Donc là, on décide de le rendre supérieur à 1 pour contextualiser. Donc là, on va rentrer dans les exemples. J'en ai pris 3. Donc, Drazen électrique qui nous montre qu'il y a plusieurs pages qui rankent pour les deux groupes de pages. Donc, fiches produits MDD, donc il y a 5 pages qui rankent et les fiches produits marketplace, 1. Donc là, ce qu'on visualise, c'est qu'il y a déjà de la cannibalisation potentielle sur la fiche produit de MDD, donc marque de distributeur. Et on vient rajouter une autre page qui vient potentiellement cannibaliser, alors qu'on voit nettement ici sur l'exemple qu'il y a déjà plus d'impressions pour la MDD plutôt que la marketplace et il y a même une position bien plus améliorée. Si je prends un deuxième exemple, ici le mot-clé cafetière, où là les positions moyennes sont peut-être beaucoup plus basses que ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, néanmoins, elles génèrent toujours plus d'impressions et des positions moyennes intéressantes vu le nombre de pages qui rankent. Et un troisième exemple ici, qui va être meuble TV, donc avec beaucoup plus de volume, un nombre de pages qui rank pour la marketplace assez impressionnant, qui est de 152 pages, VS les fiches produits MDD de 22 pages. Là, le nombre d'impressions, il n'y a pas photo, la marketplace génère énormément de volume. En revanche, en termes de position, on est toujours sur cette performance ici qui est améliorée par rapport à la marketplace. Donc, il faut toujours prendre en compte la typologie et aussi l'intention de recherche pour ce type de cannibalisation. Néanmoins, ça confirme un petit peu ce qu'on s'est dit précédemment. Maintenant qu'on a vu un peu l'aspect de cannibalisation, et j'aimerais ajouter la partie du duplicate content. Donc, on a vu un seul exemple sur OnCrawl Keyword précédemment. Là, on va parler du duplicate content sur les 3 sites et vérifier en fait l'aspect de similarité de page. Donc, sur cette partie-là, on voit ici nettement que le site A a énormément de duplicate content, que ce soit sur son groupe fiche produit, MDD ou marketplace, à hauteur de 80%. On va visualiser la même chose pour le site B, qui est ici encore important et encore plus pour les marketplaces. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de vendeurs qui vendent la même chose et qu'il y a une gestion à opérer, mais potentiellement que ça génère pas mal de trafic, comme on l'a vu précédemment. Et en revanche, si on parle du site C, là, on voit
très très peu de duplicate content. Donc c'est quelque chose qui est assez rare, surtout sur le e-commerce avec l'aspect du marketplace associé. Et donc là, clairement, on peut se demander mais comment ils gèrent ça. Donc depuis le début, on a vu cet équilibre de l'homogénéité entre les deux typologies de fiches produits. Et bien ici, c'est qu'ils utilisent en fait une stratégie d'obfuscation. C'est une stratégie qui est choisie aussi, qui vise à compléter l'offre et à la diversifier pour éviter ce genre de cannibalisation et de duplicate content. Donc, tout dépend réellement de la stratégie et de l'enjeu que vous souhaitez avoir quand vous intégrez une marketplace. Et pour aller dans le détail, donc en gros, c'est s'il existe une offre ou une fiche produit de marque de distributeur et une offre de vendeur marketplace, dans ce cas-là, toutes les pages produits marketplace sont cachées à Googlebot, mais accessibles par l'utilisateur pour laisser place en fait au choix de l'offre qu'il désire. Et si on part sur le deuxième sujet qui est, le deuxième cas, pardon, c'est si uniquement il y a un vendeur marketplace, alors là, il décide de le rendre accessible par Googlebot et tous les utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a ce fameux équilibre depuis le début, qui a peu de cannibalisation, qui a peu de duplicate content et que d'un point de vue crawlabilité et d'un point de vue aussi indexabilité et visite SEO, tout est homogène et plutôt à l'équilibre. Donc c'est plutôt hyper intéressant de visualiser ça comparé aux autres exemples précédents. Donc qui étaient les sites A et les sites B, qui eux avaient beaucoup plus de volume mais un peu plus de disparité. Donc pour récapituler un petit peu tout ce que je viens d'évoquer, pour l'intégration du marketplace, ça a de l'impact sur le nombre de pages totales de votre site, puisqu'on l'a vu avec le volume à ajouter sur les marketplaces notamment. L'accessibilité des pages, donc que ce soit en profondeur en termes de maillage, la popularité des pages également, la crawlabilité des pages, la cannibalisation, le duplicate content, mais aussi la gestion des fiches produits. Donc là, et en fait, pour s'assurer que le choix de conception et de développement tienne compte de ces impacts, il est important en fait pour moi d'évangéliser le SEO auprès des parties prenantes afin d'améliorer justement cette visibilité dans la SERP. Donc pourquoi j'évoque cette évangélisation ici à ce stade? C'est parce que si vous mettez à mal en fait votre marque propre ou marque de distributeur au profit de la marketplace, certes vous allez faire du trafic, mais est-ce que vous allez faire réellement du business? Parce que c'est un enjeu assez important aujourd'hui. Et on peut se demander aussi, n'est-ce pas plus intéressant de mettre en avant vos propres produits qui auront aussi potentiellement une meilleure marge, par exemple? On sait tous que faire du trafic, c'est pas forcément synonyme de faire du business. Et c'est pour ça qu'il faut aussi reboucler avec les différentes intentions de recherche qui vont permettre d'accompagner jusqu'à l'achat. Donc là, cette évangélisation-là, elle me mène à discuter d'un aspect auprès des parties prenantes, pardon, et que il faut engager les développeurs, il faut engager les product owners, les gens qui travaillent en tant que chargés de rubrique, qui créent tout ce qui est contenu, mais également les acheteurs pour sensibiliser un petit peu tout le monde, pour dire que si on veut du business, il faut le faire, mais pas n'importe comment. Et justement, je me suis permise un petit peu d'aller poser les questions sur Twitter il y a quelques temps. Et l'idée, c'était de savoir si c'était possible d'évangéliser ceci, parce que ça semblait être une affaire compliquée, notamment auprès des PO et des devs, pour pousser en fait les demandes en interne. Si jamais il y a des gros projets, est-ce que ces projets-là ont une valeur business? Donc j'ai posé la question et certains ont répondu. Donc dans la majorité des cas, c'était 92% que oui, mais que il faut le travailler. Donc on a tous un petit peu un avis sur la question et que les enjeux en SEO sont souvent liés in fine à du business, car s'il n'y a pas de trafic, encore une fois, il y a peu de business. Mais c'est pas parce qu'on va faire du trafic qu'on fait du business non plus, encore une fois. Donc il faut générer ce trafic correctement et tout cela se construit en amont en évangélisant le SEO auprès des parties prenantes. Donc lorsqu'il s'agit d'optimiser aussi un site web pour le SEO, ça peut s'avérer quand même complexe parce qu'ils n'ont pas la notion du métier. Qu'est-ce qu'apporte réellement le SEO au quotidien? Comment on quantifie chacune des visites? Comment on va le rendre un peu plus palpable, je dirais, d'un point de vue business sur le long terme? C'est ce que j'ai voulu aussi demander aux experts SEO qui ont répondu. Et globalement, on répond tous à peu près la même chose, que je vais pas lire les tweets ici, mais que c'est important et c'est essentiel de le vulgariser, en tout cas, de cadrer toutes ces informations-là pour n'importe quel projet, et surtout aussi pour des projets comme les marketplaces qui vont influencer votre trafic et qui doivent influencer votre business, mais pas de la mauvaise façon.
Donc voilà, pour cette partie-là, d'ailleurs, c'est la fin de ma présentation. J'ai pas d'autres éléments à ajouter. Non, c'est bon pour moi. Mais n'hésitez pas en tout cas à aller lire les tweets, ils sont assez intéressants. N'hésitez pas à me poser des questions en question. Mais en tout cas, j'ai terminé. Merci beaucoup de votre écoute. Bien, merci Pauline, bravo. Merci Euh, beaucoup. et du coup, on aura un petit peu de temps pour les questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat et dans la partie questions. On va les prendre dans l'ordre des votes, hein. Donc, on a déjà une question. Je peux cliquer ici, on va tester. Ah, super. Quelle est la différence entre MDD et Marketplace? Est-ce que tu peux peut-être préciser pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Oui, termes? tout à fait. Alors MDD, marque de distributeur, donc c'est vraiment le produit qui est stocké en fait chez vous si on prend une grande marque reconnue qui vend ses propres produits depuis des années, mais qui a envie de développer un petit peu son trafic. La marketplace va être en fait attribuée à un autre vendeur. Si on prend le cas de Amazon, quand on génère en fait du trafic, des ventes auprès d'Amazon, c'est que vous êtes un vendeur différent. Il n'y a que des vendeurs différents, mais c'est envoyé par Amazon. En revanche, si vous êtes un grand site web, je prends l'exemple Maxi Coffee, il y a des marques propres donc qui sont créées par Maxi Coffee. Par exemple, en tant que vendeur de café, on va ajouter potentiellement une marketplace pour dire qu'on veut ajouter de nouveaux vendeurs pour multiplier le trafic à l'intérieur. Ouais. Et pour donner un autre exemple, vous avez Asos qui vendent à la fois des produits de la marque Asos et aussi des autres marques de vêtements. Donc ça, c'est pour la question du quoi. Et maintenant, du coup, sur la question du comment, on a Elora qui nous demande quelle stratégie mettre en place pour optimiser la marketplace. En général, les stratégies, bon, comme on l'a vu un petit peu en conclusion, c'est qu'il y a potentiellement un sujet d'obfuscation. Il faut aussi aller vérifier ce que font les full marketplace type Amazon, comment ils gèrent le nombre de vendeurs pour un produit donné. Est-ce que c'est idéal de référencer toutes les fiches produits qui ont qui vendent la même chose avec tous les vendeurs? Peut-être pas, ça dépend vraiment de la qualité aussi de votre fiche produit. Est-ce que vous devez multiplier le nombre de pages? Ça aussi, ça dépend réellement de ce que vous voulez vendre. Oui. Après, je lis comment optimiser les fiches produits pour un bon positionnement SEO. Sur cette partie-là, il faut un maximum d'attributs qui répondent aussi à l'intention de recherche. Il faut l'accompagner jusqu'au bout en général. Si vous cherchez s'il y a des recherches, par exemple, qui composent, je ne sais pas, produits plus couleur, plus taille spécifique, il faut aller chercher la longue traîne et agrémenter le contenu. Et aussi penser au côté expertise, comme je l'ai expliqué sur l'aspect EEAT, où plus vous avez d'expertise sur votre produit, plus vous avez des choses à raconter sur votre produit, plus le contenu sera de qualité et plus facilement positionné dans les SERP. Oui, et tout à fait. Pour moi, je pense qu'il y a une question aussi des moyens qu'on a à disposition et les moyens qu'on veut mettre en œuvre. Soit on peut se permettre de singulariser toutes les pages, donc de créer du contenu très différent à chaque fois, avec à chaque fois une plus-value pour chaque page, même si ça vend des produits similaires, où là on va pouvoir éviter tous les problèmes de duplication, de cannibalisation. Soit on va au plus simple en obfusquant parce que du coup on peut pas forcément se permettre de réoptimiser des milliers de pages produits. Donc c'est une question aussi qui va avec les moyens. On a une question de Steven qui demande si OnCrawl est le seul outil qui permet de faire cette analyse. Potentiellement non, mais moi je sais qu'OnCrawl fait cette analyse-là, puisque je l'utilise au quotidien et c'est forcément mon outil de travail. Donc après, ça dépend, il y a plein d'outils autres sur le marché, mais certainement. Parfait. On a une question de Nicolas qui va concerner le local. Je te laisse la lire. Alors, est-ce que les marketplaces locales sur une ville-région ont de l'avenir face aux grosses marketplaces ou c'était juste un effet de mode dû au confinement? Et quel est l'impact de cannibalisation entre plusieurs marketplaces locales qui présentent les mêmes produits avec le même contenu?
Alors là, sur l'aspect grosse marketplace, en général, il y a de fortes chances que elles aient toujours plus de capacité. Encore une fois, même l'IAT, je pense que peut rentrer encore en jeu puisque c'est des marques reconnues qui ont du poids, qui ont de l'autorité d'un point de vue après local. C'est pour ça qu'aussi il y a énormément de revendeurs qui passent par des marketplaces, full marketplace comme du Amazon pour se construire quelque chose derrière. Néanmoins, dans les SERP, ça va être un petit peu différent puisque d'un point de vue local, surtout quand on a des sites qui ont des magasins sur place, ça peut paraître différent. Néanmoins, sur la longue traîne, il y a potentiellement toujours du business à faire, à mon sens. Donc, il faut étudier en amont la place qu'il y a déjà sur les SERP, en tout cas. Ouais. Tout à fait. Et quel est l'impact de cannibalisation entre plusieurs marketplaces locales? Un marketplace local, ça dépend ce qu'on entend complètement par là sur la cannibalisation, mais encore une fois, c'est si on désire se positionner, qu'il y a une fiche produit qui est bien construite, mais qu'on a 10 vendeurs là-dessus, il y aura besoin que d'une fiche produit et pas de 12 000, puisque les offres après seront affichées dans la fiche produit et ça sera justement l'expérience utilisateur qui définira quelle est la meilleure offre pour lui. Merci Pauline. Oui, je pense que c'est assez clair. On a une question. Alors, c'est de la clarification de ce que tu as déjà dit tout à l'heure, mais je trouvais ça intéressant parce que ça ouvre vers autre chose qui est la question des marketplaces, le modèle out, c'est-à-dire quand c'est toi qui vas mettre ton produit sur d'autres plateformes. Alors, est-ce que MDD, c'est la page de mon produit sur mon site en propre vers la marketplace? C'est la fiche de même produit sur une marketplace IT. Donc, la page MDD, c'est vraiment votre propre produit, le produit qui a été créé par la marque qui décide de vendre son propre produit, donc il y a ses propres marges, etc. Alors que la marketplace, c'est des systèmes notamment de commission. Si un vendeur vend sur une marketplace, il va dépendre d'une commission sur le site pour avoir une place déjà, et ensuite il va pouvoir vendre ses propres produits comme on le ferait sur Amazon. C'est juste une complémentarité. Si je prends un exemple, vous vendez, je ne sais pas, des chaussures ou des produits pour bébé. Néanmoins, vous n'avez pas tous les produits pour bébé, vous vendez que des vêtements, mais demain, vous voulez aussi associer tout ce qui est poussette parce que c'est des éléments qui pourraient compléter votre offre. Potentiellement, il y a des vendeurs de poussettes qui sont indépendants, donc ils vont permettre à ces vendeurs-là de venir vendre leurs produits sur leur marketplace et qui vont permettre de compléter l'offre en fait bébé au général. Voilà, j'espère que du coup, pour Sarah, c'est plus clair. Mais c'est une précision, à mon avis, qui est un bon rappel pour beaucoup de gens. J'ai une question de Jérôme. L'ancienneté de la marketplace est-elle prise en compte dans les études de cas que tu as présentées? Alors, concrètement, non, je ne l'ai pas prise en compte, mais si maintenant je me pose la question, je ne suis pas certaine qu'elle ait du poids, du moment qu'elle est bien orchestrée. Si je me rappelle les 3 sites que j'ai anonymisés, j'ai pas les dates en tête, mais c'est des marketplaces qui sont plutôt bien construites, qui n'ont pas pris trop de temps à générer beaucoup de trafic. Donc, à mon sens, si elle est bien travaillée, il y a de la place assez rapidement dans les SERP. D'accord. Donc, il n'y a pas forcément Pas forcément une prime à l'ancienneté, on va dire. Je dirais que c'est plus l'aspect autorité historique du Ouais. site en tant que tel plutôt que de la marketplace, Ouais. qui, elle, en fait, sont des nouvelles pages qui sont associées à ça. Absolument. Très bien. Alors, on a une question d'Alix par rapport à la stratégie d'obfuscation. Donc, comment faire en sorte de cacher du coup les fiches produits marketplace à Googlebot? Donc, peut-être aller plus dans le détail sur comment cette stratégie d'obfuscation a été mise en place. Si Cette tu sais. stratégie, alors, j'ai juste mis mon nez dans le code et vérifié qu'au final, il n'y avait pas de lien href. Donc, Google lit les liens href. Et s'il n'y a pas ces liens-là, il ne va pas être capable de les lire. Des fois, on génère juste des liens en JavaScript ou ce genre de choses. Google peut les lire, mais si on n'a pas cette fameuse
balise href, Google ne va pas lire le lien. Donc, il y a des éléments spécifiques d'obfuscation que les devs pourront évoquer mieux que moi. Mais en tout cas, sur les sites en général, même quand on regarde d'autres full marketplace et qu'on veut visualiser toutes les offres, on voit bien que c'est juste une popine qui est générée en JS et que Google n'aura pas d'accès tout simplement à cette popine pour visualiser chacune des offres. Elles seront peut-être potentiellement dans des sujets d'ordonnancement et des catégories spécifiques, mais il n'y aura pas de lien concrètement pour que Googlebot le voit. Ça sera caché comme ça. Juste pour compléter un peu la réponse, je pense que faut se renseigner du côté des liens en boutons, ce qu'on appelle des boutons qui sont pas des liens href, et notamment donc les liens qui vont être codés en base 64. C'est généralement, en tout cas jusqu'à très récemment, c'est comme ça qu'on faisait l'obfuscation, où c'est vraiment crypté pour le coup, d'une certaine manière, que Google ne peut pas les lire. On a une question ensuite de Reynald. Ah bah, j'adore parce que qui veut faire le pont avec la prochaine conférence qui va concerner le contenu généré avec l'IA. Que pense Pauline de l'automatisation des descriptifs des fiches produits? Alors, moi, je suis pour, du moment que c'est bien fait. Justement, je vais me servir un petit peu de ce que j'ai pu voir à travers plein de sites e-commerce et pas forcément à l'idée de ce qu'on vient de visualiser ensemble. Du moment que ça répond à l'intention de recherche et que vous automatisez correctement ça, qu'il n'y a pas de mauvaise concaténation, des virgules qui se perdent pour rien et que les descriptions sont propres, il n'y aura aucun impact négatif, je dirais. Dans les SERP. Si c'est bien fait, que c'est bien relu, il n'y a aucun problème pour ça, à mon sens. Et ça, c'est, je pense, vérifié plusieurs fois. Ouais. Effectivement, bah, c'est tout le sujet de la prochaine conférence, donc restez bien à l'écoute. J'ai une question, alors j'ai pas mal de questions qui demandent encore de clarifier la différence entre MDD Marketplace, mais je pense que tu es déjà revenu en détail dessus. J'ai Alicia qui demande dans un e-commerce, dans le sens où si nous avons des produits très similaires ou des produits qui ne changent que de couleur, etc., nous aurons deux produits dont la description sera pratiquement la même. Est-ce que ça, c'est un exemple de cannibalisation? Ça peut l'être, ça dépend aussi d'un sujet d'intention de recherche. S'il y a un produit qui est plus recherché d'une couleur rouge, par exemple, et que le noir et le bleu, c'est pas du tout des couleurs recherchées pour le produit donné, il n'y a pas d'intérêt à vouloir indexer directement, à mon sens, le noir et le bleu. J'ai toujours tendance aussi à user des balises canoniques pour ça et d'avoir des groupes de pages en fait qui vont avoir une URL qui sera master, je dirais, et qui va être référencée à la place des autres. Maintenant, si elles ont tout un potentiel d'indexation importante, au vu du volume de recherche et de l'intention de recherche, il peut y avoir du duplicate content parce que on va pas raconter diverses choses alors que c'est le même produit. Néanmoins, la couleur, Google va bien la comprendre. Il va dissocier les éléments parce qu'il s'humanise chaque jour. Donc, il va finir par intercepter. C'est comme le ferait je sais pas, d'autres sites comme Zalando, où on a une chaussure spécifique qui est blanche avec une pointure détaillée et qu'en fait, il va vouloir les multiplier tout simplement parce que c'est des requêtes qui sont identiques. Donc, il va avoir la même paire de chaussures, mais qui va être référencée en 37 et en 36, en 40, mais le contenu sera toujours le même. C'est juste par rapport à l'intention de recherche. Ok. Oui, effectivement, mais je reviens sur ce que tu as dit, c'est beaucoup le volume de recherche et l'intention de l'utilisateur qui va décider ou non si c'est de la cannibalisation. Si c'est vraiment anecdotique, ça va être de la cannibalisation parce que la SERP va être vraiment rigoureusement la même. Par contre, sur des grosses requêtes, mais vraiment des très grosses requêtes, par exemple, entre Twingo rouge et Twingo blanche, potentiellement, il y a des milliers de recherches dans les deux directions avec des intentions qui sont clairement définies et des gens qui veulent trouver des produits différents. Donc ça va dépendre aussi des volumes. On a encore un petit peu de temps pour quelques questions. Alors, je vais prendre la question de Christelle. Aujourd'hui, les vendeurs dupliquent nos fiches produits. Du coup, quels impacts? Je pense que quand on parle de duplication, ça va être du copier-coller, je suppose. Tout sera dans la gestion
de votre base. Si jamais vous avez 3 fiches produits qui évoquent la même chose, à mon sens, l'impact peut être varié. Alors maintenant, ça dépend. La SERP affiche, par exemple, pour une catégorie donnée, parfois des produits qui sont en dessous en carrousel ou juste en lien, qui vont être positionnés au même niveau. Donc là, on va avoir 3 offres qui peuvent être identiques. C'est juste le prix qui va changer. Donc, si on décide de les référencer, vaut mieux qu'elles soient bien dissociées par un nom de vendeur dissocié qui n'est aussi, s'il n'est pas vendu par votre propre marque, mais par un autre vendeur, ça peut avoir son impact. Après, je pense que ça, c'est aussi en termes de volume que ça se parle. S'il y a énormément de vendeurs qui dupliquent toutes les fiches produits, qui copient-collent, ça a peut-être un impact négatif à la fin. Ça peut être problématique. Oui. Alors j'ai une question de AB. Est-ce que les pages de produits en marketplace ne sont pas considérées comme du spam de la part du crawler de Google, donc des Google bots? Considéré comme spam par la part du crawler, non, pas forcément. Encore une fois, ça dépend comment elles sont présentées. Si elles sont présentées de la bonne façon, comme mon avis pour le site B, où en fait il va crawler 94% des pages, je suis presque sûre qu'il y a des pages qui se ressemblent à côté marque de distributeur et marketplace. Elles sont pas du tout considérées comme spam. Néanmoins, il va les visiter pour contrôler ça. Après, s'il y a du duplicate, je dirais, à 100%, parce qu'il faut quand même le visualiser aussi à hauteur de entre 80 et 100%, je dirais. Ça peut l'être, mais pour moi, non. Aujourd'hui, la marketplace a vraiment un enjeu de trafic important. Et si l'enjeu de trafic, si votre enjeu c'est d'avoir plus de 20% de trafic grâce à la marketplace, elle peut y répondre. Maintenant, il ne faut pas que ça écrase vos propres produits. Et rarement ce sera le cas, à mon sens, qu'elle soit considérée comme un spam. Si c'est bien retranscrite dans le corps HTML, il n'y a aucune raison que ça soit un spam. Merci, très clair. Alors, on a une question piège. Est-il utile de faire de l'obfuscation si le marketplace en question, c'est Google Shopping? Alors, je pense que ouais, Google Shopping est plus accessible directement dans la SERP plutôt que ce qu'on a en tant que fiche produit sur un site web. Maintenant, Google Shopping, en effet, l'objectif de Google Shopping, c'est d'accéder à un achat sans aller sur le site web. Donc, je suis pas certaine que ce soit utile, à mon sens. Alors, si ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de ce cas. Dans le cas où une entreprise est purement marketplace, comment faire si on a plusieurs vendeurs qui proposent le même produit? C'est des systèmes d'offres en général. De ce que je peux voir, quand on a une fiche produit associée, on a ce produit existe en X offres. Et en général, ça va être peut-être la fiche produit la plus ancienne qui va être priorisée, je dirais. Potentiellement, il y a des balises canoniques également mis affichées pour que Google n'en propose qu'une seule dans la SERP, en tout cas qu'on n'en soumette qu'une seule plutôt que 12 ou 20 qui proposent exactement la même chose. Donc il y a souvent ces systèmes-là. Ou encore une fois, c'est uniquement des systèmes d'offres où ça sera que l'utilisateur qui aura accès grâce à des pop-ins notamment, et il n'y aura qu'une seule offre affichée dans la catégorisation, par exemple. Ok. Très bien. Bah écoutez, on a répondu à presque toutes les questions. Super.